de cet enfant qui est passé dans leur vie. À partir du moment où on est enceinte, on a un enfant dans le ventre, on a une vie dans le ventre, on fait des projets pour cet enfant. Ne pas avoir peur d'en parler. Et ça, ce serait une forte avancée contre ce tabou. Tous les parents qui viennent dans le groupe, pratiquement sans exception, viennent là parce qu'ils ne peuvent pas en parler, parce que dans la famille, c'est tabou, c'est un secret, donc ils viennent parler de leur enfant. Nadia Bergogneau-Zekri. Tu es écrivaine et présidente de l'association Au fil des mots. Tu te bats pour briser le tabou du deuil périnatal depuis plus de 11 ans, voire plus, à travers un livre qui s'intitule Le ventre vide, mais également à travers des groupes Facebook que tu as créés pour que les parents puissent se retrouver et pour que les gens puissent se renseigner. Tu as animé des conférences sur le deuil périnatal et également créé une pétition afin que le mot parange soit accepté et reconnu, notamment dans le dictionnaire. Merci beaucoup Nadia d'être avec nous. Je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui. C'est vrai que Nadia, j'ai un lien particulier avec toi parce que tu as été une des premières qui m'a aidée durant mon épreuve quand j'ai perdu mon bébé. Quand on m'a annoncé son décès, je me suis renseignée, j'ai essayé de chercher partout et j'ai trouvé le groupe que tu as créé et tu as été parmi les mamans qui m'ont conseillé. Donc merci infiniment et puis je te suis très reconnaissante de participer à ce podcast aujourd'hui. Je te remercie parce que justement de jour en jour, on se rend compte de l'utilité de nos groupes et du besoin de pouvoir en parler. Et puis ne pas se sentir seul. Enfin, la seule chose que j'ai trouvée, c'est ce groupe auquel me raccrocher pour ne pas me sentir seule. Donc, c'était le but. Donc, merci. C'était vraiment le but, voilà, de se soutenir, de pouvoir partager notre drame. Parce que c'en est un. Alors Nadia, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire et le parcours avec ta fille? Alors, je vais essayer de résumer. Donc, mon histoire, elle date de 31 ans maintenant. Ça s'est passé en 1991. J'étais enceinte de 5 mois et demi. J'avais déjà connu des difficultés avec ma première grossesse. J'avais eu ce qu'on appelle une toxémie gravidique. Donc, rapidement, toxémie gravidique, œdème, tension, risque d'éclampsie, risque de mourir et de faire mourir le bébé. Et au bout de 5 mois et demi, j'ai senti les premiers symptômes arriver. Donc, je me suis rapprochée de la maternité dans le département que j'habitais à l'époque. Ça a été compliqué de leur expliquer, mais ils ont fini par comprendre quand même l'importance. Et voilà, la tension montait. Et puis un jour, je suis allée passer une échographie. Et le gynécologue me dit simplement, le cœur ne bat plus. Et là, c'est le trou béant, c'est l'incompréhension. Et j'ai dû accoucher. On m'a fait accoucher par voie naturelle. Mon premier accouchement était par césarienne. On m'a fait accoucher par voie naturelle pour les futures grossesses. Et j'ai perdu donc mon bébé le 13 mai 1993. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. À l'époque, peut-être que c'était plus compliqué. Et j'ai fui. Je suis partie de la maternité, je suis rentrée chez moi. Et pendant 20 ans, je n'en ai plus parlé, on n'a plus parlé. J'ai essayé de l'enfouir au plus profond de moi, mais évidemment, ça n'était pas possible. Et donc, au bout de 20 ans, j'ai dit non, stop, c'est pas possible. Je ne dois pas être la seule. J'ai commencé à aller chercher sur Internet, voir ce qu'il y avait sur le deuil périnatal. Et j'ai créé ce premier groupe, donc qui s'appelle Quelques mois ensemble, deuil périnatal, pour que les parents, on reviendra sur ce mot parange parce que bon, je pense que beaucoup ne le connaissent pas encore. Donc j'ai créé ce groupe pour que nous puissions nous retrouver, parler ensemble et que je puisse enfin en parler. Parce que c'est vrai que côté famille, côté amis, voilà, c'est la pire des choses, mais on n'en parle pas. On laisse ça de côté, on avance, on nous dit d'avancer. Et le groupe, petit à petit, a grandi. Aujourd'hui,
Nous sommes 1700 à peu près. Je reviens sur mon histoire. Donc, je suis rentrée chez moi le ventre vide, à expliquer à une petite gamine de 3 ans que il y avait plus personne. Et j'ai repris une vie normale qui n'était pas normale. Il me manquait quelque chose, il me manquait quelqu'un qui a été complètement oublié. Donc c'est pour cette raison que je me suis lancée ensuite dans ce combat que tu connais, et puis et ça fait partie aujourd'hui de ma vie. Donc Siana aurait eu comme je te le dis, 31 ans cette année. Et puis, quand on parlera du livre, je t'expliquerai pourquoi elle s'appelle Siana. Voilà mon histoire. Alors, résumé. Merci Nadia. Alors, du coup, oui, Siana a 31 ans. Et maintenant, au bout de 31 ans, comment tu définirais ton deuil? Où est-ce que tu en es par rapport à ce deuil? Alors, quand on parle de deuil, on parle d'étapes de deuil. Donc, c'est vrai que quand j'ai perdu ma fille, oui. Je me suis dit, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas? C'est la question que se posent tous les parents, donc tous les parents qui ont perdu un enfant. Voilà l'explication de ce terme que l'on voudrait voir entrer dans le dictionnaire. Après, il y a la colère, on se dit, c'est à cause des médecins, ils m'ont mal suivi, etc., etc. Tout ça, en quelques mois, donc le déni, la colère, etc. La tristesse, parce que c'est un enfant qui a été oublié, parce qu'on n'en parlait pas, donc ça ronge. Il m'a fallu, oui, 15-20 ans pour sortir un petit peu de cette tristesse, voir que je n'étais pas seule. J'en suis venue à demander mon dossier médical que je n'avais pas demandé. Je me rappelais très bien des instants où j'ai éjecté ma fille, parce que je l'ai éjectée sur la table d'opération. C'est important, c'est un bruit d'un corps qui tombe sur une table. C'est une délivrance, et c'est en même temps la conscience que voilà, c'est fini. Ce sont les bruits des enfants qui naissent à côté, ce que je trouve vraiment horrible. Et au bout de 20 ans, quand j'ai eu ce dossier, j'ai remis les pièces en place. Et puis j'avais eu cette habitude-là de soutenir les parents, de me sentir un petit peu utile et d'avancer. Et en fait, je me dis que la perte de ma petite fille m'a permis de grandir, m'a permis d'être plus forte, m'a permis d'être résiliente. C'est ce que l'on dit assez souvent, et m'a permis d'avancer. J'ai eu la chance d'avoir 2 enfants après, 2 autres filles qui ont toujours su qu'elles avaient une petite sœur qui n'était plus là. Et aujourd'hui, j'ai dépassé cette peine. On dit qu'on ne la dépasse pas. Je n'ai pas oublié ma fille, j'y pense tous les jours. Mais grâce à elle, je dirais oui, grâce à elle, je sens que je suis utile. Je suis utile pour ceux qui connaissent ce drame aujourd'hui. Je peux les accompagner avec une force plus importante. Et tu as écrit un livre qui s'appelle Le ventre vide. Donc, qu'est-ce qui t'a emmené à l'écrire? Voilà, Le ventre vide. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? J'ai commencé à écrire déjà avant, en 2007, j'avais commencé à écrire des romans. Et puis, je me suis dit, ok, ma fille n'a pas existé pour les autres, eh bien, elle va exister aujourd'hui. Je vais raconter son histoire, je vais raconter notre histoire. Je vais expliquer tout ce qui me gêne au niveau de la compréhension des autres, tout ce qui, j'ai essayé, en fait, de faire un livre pour communiquer sur le deuil périnatal. J'avais à l'époque donc contact avec les parents, j'ai quitté sur le groupe. Souvent je reprenais leurs histoires, je leur disais il faut que vous ayez quelque chose, il faut que vous ayez l'histoire de votre enfant, que vous puissiez la relire, qu'il soit là de cette manière-là, avec cette présence-là. Et je leur ai dit voilà, je vais me lancer dans l'écriture d'un livre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez que on donne quelques témoignages donc de personnes de parents qui ont perdu leur enfant? Et immédiatement ils ont été ok. Donc voilà, je me suis lancée dans l'écriture de ce livre. Aujourd'hui, ma fille existe à travers ses écrits. Les enfants des personnes qui ont bien voulu me raconter leur histoire existent, et surtout j'espère que ce livre servira déjà à expliquer aux parents qu'ils ne sont pas seuls, et puis à ceux qui ne savent pas comment réagir, d'avoir quelques petits conseils. Et en fait, voilà, l'histoire de ce livre, quand je t'ai raconté ma propre histoire, je voulais appeler ma fille Anaïs. C'est là que ça devient plus compliqué. Et
En fait, j'ai pas pu la nommer puisqu'elle n'existait pas voilà, le corps est parti, il n'y avait plus rien. Évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas la mettre sur le carnet de famille. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai réuni mes 3 filles et je leur ai dit, voilà, vous connaissez mon histoire, vous connaissez l'histoire de votre sœur. Ma 3e fille, je l'ai appelée Anaïs. Ce que je ne conseille pas trop, mais je pense qu'elle a compris que c'est pas pour remplacer sa sœur que je l'ai appelée Anaïs, c'est parce qu'on aimait beaucoup ce prénom. Mais donc, je n'ai pas nommé ma fille décédée pendant 20 ans. Et mes filles se sont réunies, et c'est Anaïs qui a trouvé le prénom. Elle m'a dit, elle s'appellera Siana. Et quand tu prends Siana à l'envers, ça fait Anaïs. Donc c'est aussi cette avancée-là qui a été importante pour moi, pouvoir nommer mon enfant. Donc aujourd'hui, même si tous les souvenirs reviennent quand je t'en parle, même si c'est un peu compliqué d'en parler, je suis beaucoup plus sereine et beaucoup plus forte. C'est très beau et ça donne de l'espoir aussi aux mamans ou aux parents en général qui se disent que quand ça nous arrive, on a l'impression qu'on va plus connaître le bonheur, on va plus connaître juste une joie ou on n'aura que ce sentiment de noirceur. Et en fait, en t'entendant, on sait que même 30 ans après, on a cette peine, mais elle est beaucoup plus douce. En fait, elle prend pas le dessus. C'est plutôt la force de la maman qui prend le dessus. Et la peine, elle est acceptée. Justement. Voilà, et elle t'accompagne. L'acceptation qui est très difficile. Tout au long de ta vie. Comme tu dis, on a l'impression que notre vie est terminée, qu'on ne pourra pas s'en remettre. Et quand les parents arrivent sur notre groupe, je ne vais certainement pas leur dire, mais non, demain tu verras, ça ira mieux. Ça, c'est une chose absolument inutile à dire. Non, demain ça n'ira pas mieux. Mais les années faisant, chacun, avec sa propre expérience, se rend compte que il y a l'acceptation et puis on n'oublie pas, mais on vit avec et on vit un petit peu moins mal. Tout dépend de la manière dont c'est accepté. C'est pour ça que je continue ce combat, se défendre, combattre ce tabou, parce que c'est toujours un tabou aujourd'hui. Est-ce que tu penses que le jour où le deuil périnatal ne sera plus un tabou, le processus de deuil et d'acceptation pour ses parents sera beaucoup plus doux, le cheminement sera un peu plus doux au niveau du deuil, au niveau de cette douleur? Alors le deuil en lui-même est déjà un tabou. Quand on perd une personne, c'est un tabou. Les gens n'osent pas en parler pour ne pas, soi-disant, raviver la douleur. Le deuil périnatal, c'est un double tabou. C'est la perte d'un être, et c'est la perte d'un être que les gens n'ont pas connu. Donc, on se retrouve seul à avoir vu ou pas vu son enfant. Et quand on sort de la maternité, le ventre vide, c'est comme si l'histoire s'était arrêtée avant, reprend après, qu'il n'y avait rien eu entre les deux. Donc ça, ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours cette douleur-là. Mais le tabou existera toujours. C'est pas la peine de rêver. Mais si on accepte aujourd'hui un petit peu mieux de parler du deuil périnatal, donc il y a des avancées, il y a beaucoup d'avancées sur ça. Ce qui sera plus doux pour les parents, c'est de ne pas nier cette période-là. C'est-à-dire ce qui est important pour les parents, c'est que la famille et les amis parlent de cet enfant qui est passé dans leur vie. À partir du moment où on est enceinte, on a un enfant dans le ventre, on a une vie dans le ventre, on fait des projets pour cet enfant. Ne pas avoir peur d'en parler. Et ça, ce serait une forte avancée contre ce tabou. Tous les parents qui viennent dans le groupe, pratiquement sans exception, viennent là parce qu'ils ne peuvent pas en parler, parce que dans la famille, c'est tabou, c'est un secret. Donc, ils viennent parler de leur enfant. Souvent, on a même des photos de cet enfant parce que nous, on est prêts à recevoir ces photos. On a connu ça. Et c'est une reconnaissance pour eux. Donc, reconnaître qu'il y a eu un petit être qui est passé dans la vie de ses parents et qu'il n'a pas disparu parce qu'il est mort. Le souvenir est toujours là. Donc ça, ce serait une forte avancée. Et c'est pour ça qu'on y travaille dessus. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des actions que tu as jusqu'ici afin de lutter contre ce tabou pour avancer justement? Alors ma première action, c'était donc quand j'ai créé ce premier groupe Facebook, puisqu'avant il y avait non pas le déni, mais l'interdiction pour moi je m'étais interdit d'en parler parce qu'on n'en parlait pas autour. Donc la création de ce groupe Facebook
un groupe qui accueille les Paranges. La création du deuxième, où aujourd'hui on en est presque à 5000 personnes. Je pense que sur les moteurs de recherche, quand on tape deuil périnatal, il est petit à petit monté dans les groupes qu'on peut trouver. On en est à 5000 personnes, il en arrive à peu près une vingtaine par jour. Donc le deuil périnatal, comme moi je me disais, bon la médecine, tout ça va évoluer. Maintenant, on a toujours autant de pertes d'enfants. Savoir qu'en France, seulement en France, on a à peu près 7000 décès liés au deuil périnatal. Dans ces groupes, on a également des personnes du monde entier qui nous rejoignent, donc d'où l'intérêt de ces groupes. Donc voilà, ces deux groupes-là, je dirais que l'action aussi, c'est l'écriture de ce livre, Le ventre vide, qui s'est relativement bien vendu et qui permet en tout cas d'aborder le sujet d'abord seul et après, j'espère, de pouvoir en parler. Il y a cette pétition qui a été lancée il y a 8 ans à peu près, qui compte aujourd'hui plus de 65 000 signatures. Alors c'est une pétition que j'envoie à l'Académie française. Son nom c'est Paranges, un nom dans le dictionnaire pour les parents ayant perdu un enfant. Pourquoi cette pétition? Bien, quand un enfant perd ses parents, il est orphelin. Quand une femme perd son mari, elle est veuve. Et quand les parents perdent leur enfant, il n'y a pas de mots pour les qualifier. Si tu en connais un, dis-le-moi, mais je ne pense pas qu'il en existe. On m'a parlé de désenfanter, des mots qu'on a du mal à accepter. Tout le monde n'accepte pas ce mot. Pourquoi? Parce qu'il a une connotation un petit peu religieuse, ange. Alors si on va chercher dans le dictionnaire la définition, ange, effectivement, ça peut avoir une connotation religieuse, mais ça peut aussi signifier quelqu'un qu'on aime, pour qui on a de l'affection. Donc tout le monde peut peut l'accepter. Donc par ange, c'est parent et ange. Alors, je suis régulièrement en discussion avec eux. Ils repoussent. Oui, mais vous vous rendez compte, c'est un mot. La directrice de la Rousse que j'avais contactée m'a dit. Alors, il faut que je te le cite parce que je l'ai noté. Elle m'a dit, il est indéniable qu'il manque un terme pour désigner les parents endeuillés par la perte d'un ou plusieurs enfants. Si ce terme manque dans toutes les langues, c'est sans doute qu'il est dur, pour ne pas dire impossible, de nommer l'innommable. Eh bien, nous, on est prêts à le nommer, cet innommable. Ça nous permettrait d'être reconnus quelque part, donc d'avancer dans ce combat contre le tabou et voilà, d'être nommé en tant que parent, maman, papa, mais aussi parange. Donc là, cette pétition, elle est très importante pour moi. Je continue le combat. Et il y a quelque temps, je crois que c'est en 2021, j'ai une députée qui m'a contactée, on a travaillé dessus et elle a présenté à l'Assemblée nationale, donc soutenue par tous les partis politiques qu'elle avait contactés, une proposition de résolution, donc on voit un petit peu ici, qui s'appelle « Reconnaissance du mot parange pour désigner les parents ayant perdu un enfant ». On est allé jusqu'à l'écriture de cette résolution, elle a été signée par pas mal de députés, et puis ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu de suite à cette action, mais ça nous a permis d'avoir beaucoup d'interviews, beaucoup d'articles et de faire voyager ce terme et de parler du deuil périnatal. Donc ce que je fais le plus souvent possible, voilà, c'est aussi des interviews pour parler de ce deuil, pour le faire connaître, parce que certains, en fait, la plupart des parents qui arrivent dans le groupe n'ont jamais connu ce terme-là, ils ne pensaient jamais arriver dans un groupe tel qu'il est, quoi. C'est quand ce drame nous arrive qu'on s'aperçoit que cela existe. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça se sache et ça se connaisse un petit peu plus, pour que les gens soient prêts à réagir et à soutenir les parents qui se trouvent donc confrontés à ce drame. Donc des actions de tous les jours. Bon, parfois le moral est un peu moins bon, la motivation un peu moins bonne, on se sent un petit peu plus ou moins soutenu. Mais depuis que j'ai créé ces groupes, je ne lâche pas et j'espère que, je pense que oui,
ça sert quand même beaucoup à ceux qui sont confrontés à ce drame. Pour cette pétition, il faudrait combien de signatures pour que l'Académie française et les directeurs des dictionnaires prennent en compte et valident ce mot parange? Malheureusement, c'est pas une question de nombre de signatures. Le nombre de signatures, c'est pour leur montrer qu'on n'est pas seul dans ce combat, mais il y aura 250 000 signatures, ça ne sera pas, on gagne pas le combat au nombre de signatures. Donc ces signatures, c'est une aide pour leur faire comprendre que nous sommes nombreux, mais c'est tout. Donc le combat, il sera gagné le jour. Alors l'Académie française m'a dit que un groupe travaillait sous la direction de Monsieur Orsena. Ça fait un an qu'ils y travaillent. Donc c'est très compliqué. En fait, le but, c'est de faire connaître ce mot le plus possible, qu'il soit le plus possible employé, compris, et ce qu'il nous faudrait, c'est, on va dire entre guillemets, des VIP qui nous soutiennent. Mais voilà, c'est toujours pareil. Le deuil, c'est un tabou. Le deuil périnatal, c'est un double tabou. Ils ont du mal à s'impliquer. C'est un combat assez rude. Mais on continue. Quand tu as commencé toutes tes actions, qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce combat-là? Alors, au niveau des actions, les groupes, c'est dur dans le fait d'entendre les histoires, mais c'est très rassurant de voir que les gens sont heureux de trouver enfin une oreille attentive et ils peuvent communiquer. Donc, de ce côté-là, il y a pas de souci. Le livre, ça a été un deuxième accouchement parce qu'il a fallu, comme quand je t'en ai parlé tout à l'heure, revenir sur l'histoire de Siana et puis surtout ses souvenirs, mais une fierté de l'avoir édité quand même. Bon, je fais des conférences aussi. Les gens viennent et font venir du monde, ce qui leur permet, ne pouvant pas en parler, de faire parler quelqu'un d'autre et puis d'engager ensuite la conversation. Non, je crois que c'est au niveau de cette pétition, au niveau de ce mot parange, comme je te le dis, c'est 7 ans de combat, d'action, demander dans les groupes qu'on a ou dans d'autres associations de soutien, de nous aider, que ce soit par les signatures ou par les partages, et de se dire que je pense que les gens sont tellement en souffrance que voilà, un autre combat pour eux c'est peut-être un peu trop. Donc souvent je me sens oui un petit peu seule dans ce combat-là. Je reviens également sur la pétition. Aujourd'hui on a les réseaux sociaux, on communique par internet et on a été attaqué mais d'une manière indicible sur ce mot. Des gens, des pseudo-intellectuels qui me sont tombés dessus, mais alors faut être accroché pour ah oui, j'en ai reçu de toutes les couleurs. Donc voilà, c'est vrai que ça, il y a des moments où on se dit mais pourquoi est-ce qu'on se bat quand on a ça en face? Mais il faut tenir le coup. Est-ce qu'il y a, quand des parents ont perdu leur bébé, un mot que tu aimerais dire à l'entourage de ces parents-là, qui ne comprend pas forcément le deuil? Mm-hmm. Alors pour l'entourage, je dirais simplement soyez là, soyez présents, n'ayez pas peur de parler de cet enfant que vous n'avez peut-être pas connu, que vous n'avez peut-être pas vu. Mais la seule chose qui pourra aider les parents qui ont perdu cet enfant, c'est qu'on reconnaisse l'existence de cet être qui a traversé très rapidement leur vie, qu'on le nomme, qu'on en parle. On n'a pas besoin d'en parler tous les jours, on n'a pas besoin d'être soutenu, juste savoir que voilà, de temps en temps expliquer, par exemple, je sais pas moi là, l'anniversaire de sa mort, se souvenir de ça, parler de ce prénom, donner un prénom à l'enfant, c'est très important. Je dirais ça pour les parents. Nommer votre enfant, c'est le souvenir qu'on en aura et ça permettra à l'entourage de pouvoir également le nommer, de pouvoir le personnaliser, de pouvoir le faire continuer plus ou moins à vivre, mais dans le souvenir. Donc oui, les parents, les amis
ne vous détournez pas, n'ayez pas peur de parler de cet enfant. C'est un chemin de deuil qui se fait plus facilement à plusieurs. Et ça soulage aussi. Ça soulage d'entendre qu'on reconnaît notre famille au Mmh. complet. On le voit quand les parents sont interrogés sur le nombre d'enfants qu'ils ont. C'est très difficile de dire, écoutez, j'ai 2 enfants. Non, en fait, non, j'aurais dû en avoir 3. Voilà, ils n'osent pas dire que en fait, ils ont 3 enfants. Il y en a un qui n'est plus là, mais ils ont eu 3 enfants. Et ça, je pense que dans l'avenir, ça sera une belle évolution d'avoir le courage et se donner le droit de dire, moi personnellement, j'ai eu 4 grossesses, j'ai 3 filles, j'en ai une qui n'est plus là. Mais il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à avoir ce courage-là. Et maintenant, du coup, quand on te pose la question, est-ce que tu arrives à dire, voilà, j'ai 4 enfants, ou est-ce que tu dis, j'en ai 3, ou bien j'ai eu 4 grossesses? Comment est-ce que tu réponds à cette question? C'est plus facile pour moi de dire, j'ai eu 4 grossesses, j'ai 3 filles qui sont vivantes et une qui est partie. Mais voilà, j'ai cette possibilité-là aujourd'hui d'arriver à le dire. Puis bon, les gens qui me connaissent savent plus ou moins le combat que je mène et donc savent un petit peu mon histoire. Je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais pour moi c'est une façon de dire, voilà, elle a existé, elle est plus là, mais elle a existé. C'est important, en fait. En fait, moi, si je ne parle pas de mon fils quand on me pose la question combien d'enfants j'ai l'impression de le trahir quelque part, ou comme si j'avais honte de lui, alors que j'ai pas honte de lui. Je suis fière d'être la maman de tous mes enfants, et y compris lui. J'ai pas envie de le cacher, tu vois. Donc oui, ce sera une belle avancée le jour où alors je dis, j'ai mon premier, pour pas mettre mal à l'aise les gens, j'en ai 3, et donc du coup je dis mon premier, mon premier, et mon premier à 6 ans et mon dernier à 18 mois, et donc on me dit ah d'accord, et on pense pas à me dire mais du coup t'as combien d'enfants? Du coup j'ai pas l'impression pour l'instant de trahir mon bébé, mais en même temps je ressens, enfin j'arrive pas à le dire, parce qu'à chaque fois que je l'ai dit, au départ je le disais tout le temps, je dis au départ, j'en avais 2, et donc je disais j'ai 2 enfants, j'en ai un avec moi et un qui n'est plus là. Et ça mettait extrêmement mal à l'aise les gens. Et puis aussi, je recevais tu sais, un petit peu les phrases qu'on reçoit qui sont très violentes pour nous, en disant ah mais du coup voilà. Et donc j'avais plus envie de recevoir ça, et donc pour l'instant je réponds ça. Mais c'est vrai que c'est ce pourquoi j'ai commencé les podcasts, et c'est ce pourquoi j'ai envie de me battre pour que un jour la société reconnaisse le deuil périnatal en tant que deuil périnatal, soit assez informée pour accepter ces phrases-là, où pour que nous puissions être libres de dire j'ai 3 enfants, 2 qui sont avec moi et un qui est avec moi mais par la pensée, qui n'est plus là physiquement. J'aimerais pouvoir être libre de dire ça, et qu'on l'accepte facilement, sans mettre cette atmosphère de gêne. C'est toi qui dois te donner l'autorisation de le dire, et le droit de le dire. Ça peut être accepté, ça fait partie, comme tu le dis, de ce combat contre le deuil contre le tabou du deuil périnatal. Alors ce sont des mots compliqués, le combat, le tabou. En fait, ce qui serait le mieux pour nous, c'est que ça arrive à être dans la normalité. La mort, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de normal, malgré tout. Hein, on va tous mourir. Voilà. C'est vrai que perdre un enfant, ça n'est pas normal, parce qu'on est censé partir avant eux. Mais il faut qu'on arrive à parler sereinement de cette perte-là qui arrive malheureusement à beaucoup de familles. Et en parler sereinement, je crois que c'est à partir du moment où nous, on peut en parler sereinement, qu'en face, ils se donneront l'autorisation d'en parler sereinement.
C'est ce Ouais, travail-là. ça commence par nous. Ouais. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est un très long travail, hein. C'est un très long, on pense que, j'avais lu la dernière fois, oui, le deuil dure environ 2 ans on a cette impression qu'il y a une date et qu'il y a pas, enfin non, c'est très long. Chacun est unique, donc chacun avance selon lui. Et donc pour les parents qui nous écoutent, pour les parents qui nous écoutent, c'est un travail long et on n'est pas, parce qu'on effectue ce deuil différemment, on n'est pas à part ou pas normal. C'est tout à fait normal de prendre son temps et de prendre, même si tu dois prendre 5, 10, 15, 20 ans ou 30 ans dessus, tu prends le temps qu'il te faut prendre. Je peux citer mon propre exemple. Moi, c'est 20 ans qu'il m'a fallu pour arriver à dépasser ça. Pourquoi? Parce que j'étais seule. Parce que je ne pouvais pas en parler. Donc, si l'acceptation du deuil périnatal évolue, les parents pourront en parler, pourront retrouver, on peut pas parler de sérénité ou quoi que ce soit, mais de calme et cette acceptation. Donc, comme tu le dis, il y a pas, non, c'est pas 2 ans, du jour au lendemain, ça y est, le deuil c'est fini, on a tout oublié. Non, d'abord on n'oublie pas. Et puis le deuil se vit, voilà, personne par personne, caractère par caractère, histoire de vie par histoire de vie, et il peut être atténué si l'entourage soutient les parents. Et ces phrases assassines, surtout, tu auras d'autres enfants, il aurait pu naître handicapé, tu es jeune, tu en auras d'autres, s'il vous plaît, jamais plus ça. Heureusement qu'il était bébé, heureusement qu'il n'est pas décédé à 15 voilà, ans. tu l'as pas connu, des phrases comme c'est ça pas pareil, où faut jamais, ouais. Donc voilà, ce sont des évolutions qui se font petit à petit et on ne peut pas comprendre si on ne l'a pas vécu, mais par contre on peut accompagner. Et qu'est-ce que tu aimerais là à tous les parents qui t'écoutent? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur dire? Je voudrais leur dire que il n'y a rien de pire que de perdre son enfant. On en est tous conscients. C'est un drame illogique, mais vous n'êtes pas seul. Ça ne veut pas dire que ça explique ce deuil. Vous n'êtes pas seul, ça veut dire nous sommes là. Il y a des groupes aujourd'hui sur Facebook. Il y a des associations. Il y a peut-être des psychologues qui sont là pour vous soutenir, vous écouter. Ne restez pas seul. Rapprochez-vous de ces groupes-là pour avoir la force ensuite peut-être d'affronter vos proches et de pouvoir communiquer avec eux, de pouvoir leur expliquer vos besoins pour avancer dans votre deuil. Aujourd'hui, oui, la médecine a évolué, mais il y a toujours des bébés qui partent, malheureusement. Donc voilà, ne restez surtout pas seul. C'est ça pour moi, je pense, le principal. Ne restez pas seul. Le deuil se fera beaucoup plus difficilement si vous êtes seul dans votre coin. Merci beaucoup Nadia, merci à toi pour ce temps que tu nous as accordé et puis pour tous tes conseils et puis pour toutes ces infos. On retrouvera le lien de la pétition, le lien vers le livre, le lien vers les groupes Facebook. Je noterai le lien. Et puis toi aussi tu n'es pas seul, donc du coup cette pétition on espère pouvoir la partager et puis aussi se battre pour ce que ce mot parrainage soit accepté dans le dictionnaire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous les parrainages. Même quand tu te sens seul, tu continues. Ça a été un long combat et c'est un long combat et être toujours présente. T'as toujours la force de continuer, donc merci à toi. Écoute, j'espère pouvoir un jour t'interviewer en te disant félicitations, le mot a été reconnu, le mot parrainage, le mot mamange, le mot papange a été reconnu et on réussit à avancer pas à pas. Donc en tout cas c'est mon souhait. Puis je te souhaite une très bonne continuation, encore beaucoup de force parce que en plus t'as tellement de force que tu nous en donnes. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et puis bon pour le mot parrainage c'est pas mon combat, c'est notre combat. Donc si
Si on arrive à le faire entrer dans le dictionnaire, c'est tout le monde qui aura réussi. Et merci à toi en tout cas de parler du deuil périnatal, ça fait partie de ce combat-là quand même. L'épisode avec Nadia est terminé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à nous encourager avec un petit pouce bleu. À bientôt!